Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la dernière étape de la Vuelta. Et oui, c'était un contre-la-montre. Nous étions du côté de Madrid pour cette dernière journée, 24 km 600 de course. Pour savoir qui allait remporter cette dernière étape, mais aussi qui allait être sur le podium de cette Vuelta. Parce qu'il y avait encore, c'était un petit peu serré encore. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Vous pensez que ça peut les intéresser? Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Donc autant vous dire que rajouter la petite cloche peut avoir un avantage. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Dernière étape, c'était un contre-la-montre, note de l'étape, je n'ai pas vraiment noté. Enfin, c'est le type d'étape, vous savez que j'aime pas quand ça se finit par un chrono, un grand tour. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'étape. C'est-à-dire que je regardais, j'ai commencé à regarder à partir de 17h45, parce que je savais qu'avant il y avait assez peu d'intérêt. Et juste, j'ai pas vu Campenard, voilà, notamment, mais bon voilà, j'ai commencé à regarder à partir de 17h45. Mais je suis jamais vraiment rentré dans ce contre-la-montre. C'est-à-dire, je regardais, mais sans regarder, presque. Donc, parce que c'est le type de. C'est un type de chrono maintenant, on sait que 24 km, enfin, c'est les types de chronos qu'on voit quasiment toute l'année en plus. C'était pas hyper bien filmé, mais ça, on va dire qu'on a l'habitude maintenant sur les contre-la-montre. Hein. C'est vrai que. Putain, il y a un vrai travail à faire sur la réalisation. Déjà, je trouve en ce moment, toutes les courses sont assez mal réalisées. Mais sur la réalisation des grands tours, c'est vrai que. Et des chronos, c'est vraiment le pire, je crois, vraiment. Et ouais, je suis jamais vraiment rentré sur la course. Pourtant, il pouvait y avoir des choses intéressantes, mais le fait qu'on ait perdu peut-être Van Aert aussi, le fait que, voilà, au final, il y a que McNulty n'est pas fait à fond. Ouais, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à regarder cette étape. Je m'en excuse. Ouais, la note est, pour moi, ça vaut pas plus qu'un 6-7, quoi, cette journée. On regarde le classement, on commence avec Stephen Kung. Alors j'avais dit 26-45, j'étais pas loin, hein, 26-28. En ce moment, putain, j'ai la baraka. Stephen Kung, oui, vainqueur aujourd'hui. Lui, il savait qu'il y avait une opportunité, il a des bonnes jambes. Je pense qu'il se prépare pour les championnats du monde. Les championnats du monde sont en Suisse, pour ceux qui ne sauraient pas. Donc je pense qu'il y a un objectif du côté de Stephen Kung il avait coché, on va dire, c'est les championnats du monde. Et le Suisse avait vraiment misé sur ce chrono qui convenait à ses qualités, hein, parce que c'est vrai que 24, entre 20 et 30, lui, c'est vraiment là où il est le meilleur. Stephen Kung, quand c'est un petit peu plus long, il a un petit peu plus de mal. Quand c'est plus court, c'est pas forcément le meilleur en dessous de 15 km. Donc vraiment, pour moi, c'était vraiment l'effort super pour lui. Le fait qu'il n'y ait plus Van Aert, il savait qu'en termes d'adversité, tu perdais quand même un sacré client, et puis Almeida non plus, aussi, du côté des gros clients sur le chrono. Donc tu savais qu'il y avait une opportunité pour lui d'aller chercher peut-être un résultat sur ce chrono, et il ne l'a pas laissé passer. Il ne l'a pas laissé passer énorme dès le départ, dès le premier intermédiaire. Et puis ensuite, tu sens que oui, ça va être un coureur qui va finir fort. Il perd pas de temps par rapport pourtant à Baroncini et Schmidt qui pourtant ont fini très fort leur contre-la-montre. Vraiment, il a fait le chrono parfait. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Il colle quand même 30 secondes à Roglic. Alors je sais bien que Roglic n'est plus forcément le plus fort sur le chrono, mais quand même, coller 30 secondes à Roglic, c'est-à-dire plus d'une seconde au kilomètre à tous ses adversaires, c'est du costaud. 55 à l'heure quand même aujourd'hui, donc dans un très très bon chrono de la part de Stephen Kung, qu'on retrouvera donc. Est-ce qu'il fait, je pense pas, les championnats d'Europe? C'est vrai que les championnats d'Europe, c'est compliqué avec la Vuelta, il n'y avait que 2 jours, donc autant vous dire que c'est. Et s'il fait les championnats d'Europe, fort. Non, parce que c'est vrai que Van Aert, j'avais compris qu'il ne faisait pas les championnats d'Europe, parce que c'est vrai qu'il y a que 2 jours en fait de trou entre la fin de la Vuelta et les championnats d'Europe, en sachant que ce soir ils rentraient pas, les coureurs, sur l'étape du jour, donc ils rentraient que lundi.
pour repérer le contre-la-montre, en sachant que faut savoir que le parcours de ce contre-la-montre est bloqué le matin parce que vous avez les épreuves espoir junior. Ça laissait assez peu de temps hein, pour préparer ce chrono, mais Campenard également était dans la même situation. Casper Asgreen aussi, qui le fait. Je vois Affini et Cataneo, oui, parce que je crois qu'il n'y a pas Milan, notamment, et Ghana surtout. Jerry Kung est le favori pour moi, mais ça reste assez ouvert hein, ce chrono. Jerry Kung pour moi est le favori, mais derrière, sur un parcours comme ça qui sera de 31 km, ça laisse des opportunités à d'autres coureurs. La France n'est pas indiquée, mais on verra. Je ne sais même pas si la France fait les championnats d'Europe cette année, hein, parce que c'est un peu la galère. Mais on verra qui fera partie des favoris sur cette épreuve. Du côté du contre-la-montre, on fera le débrief hein, des chronos mercredi normalement. Du côté de ces chronos, du côté de ces championnats d'Europe. Roglic, je le trouve moins héros qu'avant, Roglic. Je regardais là son chrono du coin de l'œil, je dirais. Je trouve qu'il a changé un peu sa position. Avant, il avait une position où il était très sur l'avant. Il était très sur la roue avant, Roglic, en termes de répartition. On n'était pas sur du 50-50. Il était vraiment très sur l'avant. Parce qu'il avait tendance à emmener des très très gros braquets. Et je vous disais, il avait un défaut, Roglic, souvent sur quelques contre-la-montre que j'avais vu. Je disais, tu as l'impression que la roue avant, elle se soulève. Elle n'est pas toujours en contact avec le sol. Et pour moi, il y avait de la déperdition d'énergie. Donc c'est vrai que je trouvais que des fois, il emmenait presque trop gros, Roglic. Mais là, sur ce chrono, j'ai l'impression qu'il est quand même très sur l'avant. Alors, c'est peut-être depuis sa blessure à l'épaule, hein, depuis qu'il s'est remis l'épaule il y a 2 ans, même maintenant, qu'ils ont modifié sa position pour qu'il soit un peu plus à l'aise. Peut-être que c'est depuis qu'il est chez Bora. J'avais pas fait gaffe sa dernière année chez Visma. Mais là, c'est vrai qu'en termes d'efficacité sur le vélo, c'est un peu différent. Je trouve qu'il est un peu plus haut, un peu moins compact surtout. C'est pas plus haut, c'est que j'ai l'impression qu'entre les mains et la tête, il y a un peu plus d'écart qu'auparavant. Et je trouve quand même 30 secondes sur un Kung. Alors, il l'a pas fait à fond. Mais ça montre déjà que bon, le problème d'intoxication alimentaire qu'ils avaient chez Red Bull Bora, eh bien ne l'a pas affecté, et je trouve donc qu'il l'a quand même fait un minimum à fond ce chrono. Moi je pensais vraiment qu'il le ferait pas à fond, parce que c'était pas enfin voilà, il pouvait profiter. Je rappelle c'est quand même une 4e Vuelta hein, pour Roglic, mais il a voulu le faire à fond, et je trouve quand même que 30 secondes ça fait un peu beaucoup quoi pour Roglic. Ça fait quand même un gros écart. Il a jamais été en mesure vraiment d'inquiéter Stephen Kung au final sur ce chrono. Donc petite déception pour moi. Cataneo, très bien. Très en forme Cataneo hein, sur cette Vuelta. C'est vrai que je pense que du côté de Soudal Quick-Step, quand on a tout fait pour lors de l'étape numéro 18 pour qu'il attende Landa, je pense qu'il pouvait gagner l'étape Cataneo ce jour-là. Donc je comprends pas vraiment l'intérêt de faire attendre Cataneo à 13 bornes de l'arrivée. Mais bon, on revient pas sur les erreurs de Soudal Quick-Step. Mais il a montré qu'il était en grande condition physique, hein, il est en grande forme, Cataneo, et donc c'est un coureur qui sera intéressant au championnat du monde en tant qu'équipier. Et puis pourquoi pas avoir des opportunités en fin de saison, par exemple sur une semi-classique italienne, ça pourrait être un coureur important, mais ouais, il a montré que ses conditions physiques étaient vraiment bonnes. Il fait un bon chrono, hein, je dirais que bon, il y a l'écart avec Kung est un peu important quand même, parce qu'on est quasiment là. On est quasiment sur une seconde et demie, plus d'une seconde et demie au kilo. Pardon, j'ai eu un petit bâillement du côté de Stephen Kung, mais par rapport à Cataneo, après, bon, il a fait quand même beaucoup d'efforts en 3e semaine. Au bout d'un moment, ça se paye aussi. Kung en 3e semaine, on ne l'a pas vu. Hein. Donc, ça a aussi un avantage, c'est qu'il a pu récupérer plus que Cataneo. Baroncini 4. Alors autant vous savez que Baroncini, je trouvais que pour un champion du monde espoir, on l'avait quand même très peu vu.
j'étais assez déçu de Baroncini, hein, pour tout vous dire pour le moment. Parce que moi, j'avais adoré en plus la manière dont il avait gagné son titre à Anvers. Il était parti à 6 bornes de l'arrivée, malgré que la France était très présente dans le final. Il avait été très solide, Baroncini, sur cette course. Euh, et là, c'est vrai que depuis qu'il a été champion du monde espoir, pardon, ouais, je suis à deux de temps, dis donc. Il avait eu en fait assez peu de résultats avec la Trek, parce que c'est même son plus gros résultat, hein, quasiment. C'est l'année où il est espoir, hein. Quand vous regardez, c'est l'année 2021 où il est espoir. C'est vrai que en 2024, c'était pas fou. Et là, j'ai trouvé quand même que pour cette première année chez UAE où il était équipier, sur cette Vuelta, je l'ai trouvé pas mal. Pas mal du tour. Il avait fait déjà quatrième au Giro della Peligno. Mais là, je l'ai trouvé vraiment bien, notamment sur les deux chronos, hein, parce qu'il fait 16 à Hueras, ce qui est vraiment intéressant. Pas mal de places d'honneur, notamment à Villabino, sur le sprint, dans un registre qui est pas vraiment le sien. Alors à Iski, j'avais trouvé qu'il n'avait pas été fantastique, mais bon voilà, pour un premier grand tour dans sa carrière, j'ai trouvé que du côté de Baroncini, il y avait du mieux pour ce coureur qui, c'est vrai, je m'attendais à ce qu'il relève un petit peu la tête. Voilà, il fait 11e à Decquereux. Il y a quelques résultats, malgré tout, pour un champion du monde espoir, ça reste assez décevant, hein, du côté de Baroncini pour le moment, sa carrière. Parce qu'il a quand même 24, bon, depuis le mois d'août, mais c'est vrai qu'on attend encore les gros résultats, quoi, du côté de Baroncini. Il y a une petite déception de ce côté-là. Mauro Schmidt, qui montre qu'il était en très grande forme sur cette Vuelta. Alors, il n'y a pas eu la gagne, hein. C'est vrai que c'est la petite déception pour Mauro Schmidt, mais qui a été présent pendant ces 3 semaines de course. Il finit extrêmement bien sa Vuelta. Et sur le chrono, il fait une fin de chrono vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'il reprend beaucoup de temps à tous ses adversaires. Il y a Baroncini déjà fini fort, mais Mauro Schmidt a fini extrêmement fort son chrono. Bon, après, derrière, voilà, hein, il y a meilleur que lui dans cet exercice, mais il faudra s'en méfier de Mauro Schmidt sur des parcours. Je ne sais pas si lui, il est sélectionné pour les championnats d'Europe. Je ne sais pas quelle est la suite de sa saison à Mauro Schmidt, c'est pas indiqué sur Pro Cycling Stats, mais c'est un coureur sur lequel il faudra compter dans les courses à venir, parce qu'il a été vraiment très bon, et lui que j'avais pas trouvé excellent sur son début de saison avec la Jayco Alula, il a vraiment retrouvé des couleurs depuis le mois de juin, vainqueur du Tour de Slovaquie, de 4e de l'Arctic Race of Norway. Pas mal d'échappées, notamment une deuxième place au Puerto des Ancares. Il y a des trucs très intéressants sur ce qu'a fait Mauro Schmidt. Dommage, il n'y a pas eu la gagne au bout pour le coureur suisse. Vacek, ouais, là c'était un profil un petit peu plus long, il a eu un petit peu plus de mal. Voilà, Matthias Vacek, peut-être un peu fatigué aussi, hein, c'était son premier grand tour. Voilà, il en terminé. Donc peut-être un petit peu de fatigue. Comme Campenart, il a été moins bien que sur le tour. Pour moi, il a pris assez peu de grosses échappées au final, Campenart. Hein. Il a été dans pas mal d'attaques, mais ça a rarement été au bout en plus. À part sa 6e place à Santander. Je m'attendais à un peu mieux, parce que c'est vrai que j'avais trouvé vraiment très bien son Tour de France. Je l'avais trouvé vraiment excellent, que ce soit même sur les chronos. Mais là, ouais, un peu de fatigue, peut-être pour lui. Pourtant, il a 63 jours de course, hein, donc voilà, il y a eu quand même des gros moments de pause du côté de sa saison. Mais là, parce qu'on voit qu'il avait très peu couru, hein. Voilà, il fait les boucles de la Mayenne derrière le championnat de Belgique. Enfin, il a fait des gros trous dans sa saison. Mais là, un peu de fatigue, j'ai l'impression, pour Campenart. C'est pas que moi qui est fatigué, un peu de fatigue du côté de la coureur de la Lotto. On le verra au championnat d'Europe, donc mercredi. On verra s'il aura retrouvé un petit peu de conditions physiques. Mais c'est vrai que sur ce chrono, j'ai bien senti que que l'avance qu'il avait par rapport notamment à Harris Sweeney était un peu faible. Skelmose,
Bah, c'était l'un des rares coureurs qui avait encore un objectif au classement général, passer devant Godu. Belle cinquième place au final, beau maillot blanc du côté de Skelmoseux qui montre que sur le chrono, bah, ça fait partie des coureurs complets qui sont assez performants, même si là aussi, hein, une 0-1 contre 30 secondes pour Roglic, ouais, ça fait quand même un peu beaucoup l'écart par rapport à Primoz Roglic. Du côté de Mascas, Skelmoseux et puis Sweeney, Armirail, voilà, qui prend la 10e place devant un très bon Ben O'Connor hein, qui fait quasiment le même temps qu'Armirail, donc ça veut dire qu'il a été très bon sur ce chrono, hein, Ben O'Connor. Après, moi, je vous le dis toujours, c'est pas un mauvais coureur de contre-la-montre hein, parmi les coureurs complets, mais de là à faire jeu égal avec Armirail et pas très loin au final, hein, même d'un Skelmoseux puisqu'il est à 3 secondes d'un Skelmoseux, 3-4 secondes voilà, d'un Skelmoseux, c'est vraiment très très bien du côté de Ben O'Connor. Donc ça sera à confirmer par la suite, mais très grosse saison quand même de l'Australien. 4e du Giro, 2e de cette Vuelta, et puis on retrouve ensuite à Fini Frigo Lipovic, pas mauvais hein, dans l'exercice, et puis Del Toro pour compliquer ce top 15. Carapaz, Enric Mas, au final un peu le même combat, hein. Je vous avais dit que c'était pas des coureurs qui reprendraient du temps sur Ben O'Connor après le chrono, et je vous avais dit c'est pas des coureurs qui reprendraient c'est des coureurs qui perdraient du temps par rapport à Roglic. Alors il y a au final qu'une minute hein, face à Roglic, mais bon j'avais dit que voilà, ça allait être compliqué s'ils n'avaient pas un petit peu d'avance, s'ils n'avaient pas 2 minutes d'avance sur Roglic, ça allait être compliqué. Et puis Castrillo hein, qui est dans le top 30 comme Beradé du côté de la Cairn Pharma. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce contre-la-montre Parc. C'est Victor Lafay qui finit dernier. Du côté du général final, hein, on déroule les différents classements. Bah, Primoz Roglic vainqueur, 2 minutes 36 d'avance sur Ben O'Connor, donc il n'a rien perdu sur Enric Mas et sur Carapaz. Il a même gagné du temps sur ces coureurs-là. Mas qui finit donc 3e devant Carapaz. Skelmoseux qui passe donc devant Godu, mais Godu peut être satisfait quand même de cette 6e place, bon, même s'il a perdu 80 points hein, au final au niveau du classement UCI comme vous pouvez le voir. Et puis on retrouve ensuite Lipovic, Landa qui avait plus grand chose à améliorer. Landa, Sivakov 9e et Rodriguez qui prend la 10e place. Dunbar, Yates, Christian Rodriguez qui gagne une position. Et oui, il gagne 20 points UCI par rapport à Sepkus qui a vraiment une fin de course compliquée. Et puis Guillaume Martin qui finit donc 15e voilà, de ce général du côté de cette épreuve. La lanterne rouge, c'est Tim Naberman qui a conservé cette place avec 2 minutes, moins de 2 minutes, hein, une 20 à peu près, une 15 sur Ede Schelling. On regarde désormais le classement du maillot vert avec Caden Grove donc vainqueur devant Roglic et Max Poels qui fait des points UCI. Castrillo échoue à pas grand chose, hein. C'est vrai qu'il y a un petit point, ça donnait 95 points UCI supplémentaires à la Cairn Pharma. Et Lidl Trek qui prend la 5e place avec Matthias Vachek. Est-ce qu'on a des coureurs en négatif dans ce classement? Oui, Vandenberg et Lafay sont en négatif, -4 et -6. Et puis du côté du classement du maillot à pois, c'est Jevan qui s'impose devant Marc Solé et Castrillo qui marquent des points. Devant Roglic et Frigo. Et là aussi, des coureurs en négatif, que ce soit Lafay et Julius Vandenberg. En maillot blanc, donc voilà, la victoire finale de Skelmoseux devant Lipovic et Rodriguez. Vous voyez qu'il a quand même pas repris tant de temps que ça sur Lipovic. Hein, donc ça aurait été compliqué si Lipovic avait eu 30 secondes d'avance sur Skelmoseux lors de cette dernière étape. Recitiello 4 et Max Poels 5, mais on voit bien que ces trois hommes-là avaient une marge énorme sur leur adversaire dans ce classement-là. Le bonnet d'âne, c'est Naberman également, qui faisait partie du maillot blanc. Et puis du côté du classement par équipe, UAE, grand vainqueur devant la Red Bull, Decathlon, la Visma, Groupama à 4e, Arkea 12, Quickstep, Cofidis 15, je sais pas pourquoi je dis Quickstep, et Alpecin, dernière équipe dans ce classement, avec la 22e place du côté du général. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette Vuelta. Nous, on se retrouve donc, il y aura un bilan, un conseil de classe de cette Vuelta, avec le bilan des points. Il y aura également une vidéo mardi, je pense, ou mercredi, sur les points UCI, un petit sur la situation à un mois de la fin de la saison,
à peu près. Et puis les championnats d'Europe cette semaine. Et puis il y aura les classiques canadiennes également. On essaiera de les faire. Les différentes classiques canadiennes. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.